Et puis, ce qu'il précise dans cette petite interview, comme ça on va l'entendre plus parler que moi, c'est une bonne idée, c'est tout simplement comment il est revenu de cette période cubiste où les têtes l'intéressaient au réalisme d'après-modèle. Un modèle pour connaître, je croyais, la construction et pouvoir faire des compositions. Oui. Et puis après 15 jours, un mois, 2 mois que j'avais le modèle, je me suis aperçu que je ne voyais rien du tout, que tout m'était inconnu. Et depuis alors jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas, tout mon travail n'est que des essais. C'est-à-dire, je suis revenu exactement à l'époque, quand j'allais à l'académie, il ne s'agissait pas de faire des sculptures, de réaliser des œuvres, ni pour un public, ni pour vendre. De s'instruire. Il s'agissait uniquement de commencer à apprendre vaguement un métier. Ouais. Voilà, il dit lui-même que ce retour à l'académie, c'est pour essayer de faire quelque chose. Mais c'est pour ça que je le soupçonne d'une forme de mise en scène, mais qui est comme pour Beckett, hein, on attend Godot et puis il vient pas, mais c'est justement c'est le titre enfin, sans ce titre-là, ça change tout quand même. Voilà, l'homme peut chavirer. Il dit qu'il fait plutôt des personnages en mouvement, mais on a des passages où c'est pas si simple. Ce chavirement vient de ce rapport à la verticalité, au socle, au vide autour. Et donc, ce corps qui disparaît, il ne disparaît que parce que c'est sur une structure apparente. On le voit dans cette deuxième partie du petit documentaire de France Culture. Cette apparence qui disparaît, le point commun avec cet existentialisme, cet échec mis en scène continuellement du corps qui n'apparaît plus ou qui est encore peu présent, c'est que le sujet de l'impermanence qui l'intéresse. J'ai toujours l'impression ou le sentiment de la fragilité des êtres vivants. Comme si, à chaque instant, il faudrait une énergie formidable pour qu'ils puissent tenir debout instant par instant. Voilà, ce corps qui disparaît, on va voir après hein, comment en peinture, en dessin, il l'escamote, il le fait disparaître. Mais ce qui m'intéressait, c'était de commencer par cette idée qu'il y a un point de bascule et que ce point de bascule, c'est le rapport au vide et le rapport au socle qui le met en scène. Toujours dans la menace de s'écrouler. Voilà, et cette catastrophe qui va arriver euh, toute proche, et que c'est ce point de catastrophe finalement qui l'intéresse. Ça, je le ressens chaque fois que je travaille d'après nature. Qu'on fasse de la sculpture ou de la peinture ou qu'on écrive ou n'importe quelle activité de ce genre, c'est toujours pour donner une certaine permanence à ceux qui fuient, non? Voilà, la permanence à ce qui fut. Quand on l'interroge sur son intérêt pour l'art ancien, bah, c'est assez simple. Hein, finalement, on peut se poser la question de cette façon-là sur cette question du corps cette année. Ce qui reste, c'est ce qui a été sculpté, peint, dessiné. Hein. Même les éléments politiques, ce qui a été construit, en fait. Et cette impermanence de notre vie, c'est l'enjeu de l'art lui-même, de garder quelque chose, quelle que soit la forme qu'on lui trouve. Et cette question-là, elle est au cœur du travail de Giacometti. De ce retour tout le temps, tout le temps, tout le temps sur autre chose. Je ne ferai pas de pause, vous pouvez vous lever, je regarde. Je voudrais encore parler de ce rapport à l'atelier, et puis justement, après, on ira dans le... Il n'y a pas beaucoup d'images. On ira après dans ce travail qui n'en finit jamais. Son atelier, il est très petit. Hein. Et je parlais du rapport au corps qui disparaît, mais effectivement, le corps de Giacometti lui-même va être en jeu dans cette question. C'est-à-dire que la description de l'atelier va vous donner une idée
à quoi ça ressemble, et celle qu'il décrit est une des témoins les plus intéressantes. Et puis, il n'est pas revenu. Voilà, alors, vous avez le tableau. Même avec un modèle accidentel comme j'ai été, je crois que ce qu'il voulait, c'était créer une espèce de fascination, hein, pour qu'on ne puisse pas lui échapper. Il est resté toute sa vie dans cet atelier. Il y a une plaque encore dessus à Paris qu'on peut voir. Alberto avait donc rue Hippolyte Mindron, cet atelier depuis 1927, je crois. Et c'était minuscule. Je crois que l'atelier lui-même devait faire, je sais pas, 22 mètres, 23 mètres carrés. Quant à sa chambre où il habitait, elle faisait 17 mètres carrés. Mais c'était un homme qui, de toute façon, ne s'encombrait de rien. Il vivait d'une façon la plus simple qu'on puisse imaginer. Sabine Weiss vient de disparaître. Elle est de l'école photographique de Doisneau, de la photo humaniste. Et donc, c'est cette espèce de simplicité qu'on va entendre dans les témoignages des gens qui ont posé pour lui. C'est quelqu'un de très simple, en fait, très sympa, qui est juste en train de s'auto-énerver continuellement sur le fait qu'il n'y arrive pas et qu'il n'y arrivera jamais, et qui est quand même à la fois dans le silence, à la fois très, très bavard, dans une espèce de continuel, c'est pas bouillonnement, en fait, on pourrait plutôt le comparer à de l'eau, je dirais. Sabine Weiss l'a pris en photo assez souvent. Et quand je l'ai rencontré, je tout de suite été d'abord séduite par l'atmosphère qui régnait dans cet atelier, car il travaillait le plâtre, la terre, cette terre séchait, il la grattait, donc tout était couvert d'un voile gris. Alors cette photo de cette chambre qui était la chambre d'Alberto, la chambre à coucher, la chambre un peu à vivre, quoiqu'il vivait toujours dans l'atelier. Alors ici, il y a un portrait d'Alberto fait par son père. Il s'encombrait pas, hein. Il y avait un thermomètre, des fleurs, sans doute mises par Annette. Je le vois mal acheter des fleurs. Et une petite sculpture égyptienne derrière. Deux pièces égyptiennes que Annette avait toujours gardées dans son appartement après sa mort. Un petit tableau de pommes fait par Alberto. Vous vous rappelez que le titre du petit recueil, c'est Si j'avais un conseil à donner à un jeune peintre, je lui dirais de commencer par copier une pomme, qui est ce par quoi il a commencé. Un réveil. Il n'y avait rien d'inutile. Pomme Cézanne, évidemment, c'est-à-dire la simplicité à son maximum. Le fait de revenir à presque rien. Alors, ce qui est intéressant dans l'atelier, je vais aller un peu plus vite, euh, parce que je voudrais vraiment qu'on le voit travailler. Des gens l'ont filmé en train de peindre et de sculpter, et c'est vraiment intéressant de voir que le corps, justement, de l'artiste et du modèle sont proches. On voit la dimension, Sabine Weiss vient de l'évoquer, on voit je ne l'ai pas dit, il faut surtout pas que j'oublie de le dire, Annette, Diego, son frère, sa femme seront des modèles très, très importants. Il va avoir très peu de modèles. Il va travailler très souvent avec les mêmes personnes. Et puis, le soutien que sa femme va apporter est quand même d'une grande importance quand on suppose la psychologie d'un tel personnage. Et on oublie de le dire trop souvent. L'atelier d'un peintre, normalement, ne se mélange jamais avec un atelier de sculpteur. On se déteste parce que nous, on est peintre et donc, comme dit notre cher Léonard de Vinci, on peut travailler bien habillé, en écoutant de la musique agréable à l'oreille, alors que les sculpteurs travaillent dans la salissure, en faisant un bruit inconvenant. Et donc, Léonard en convient, je m'appuie sur lui pour être de mauvaise foi, que la sculpture est inférieure à la peinture, évidemment. Donc, normalement, c'est tout à fait séparé pour des raisons techniques que vous imaginez. Ici, ce n'est pas le cas. Tout est en même temps, tout est ensemble. C'est Doisneau qui a pris l'image. On est sur un lieu qui pourrait faire penser à l'atelier de Bacon aussi, où l'atelier,
c'est l'endroit où l'artiste travaille. Vous vous rappelez que Warhol va jouer avec ce terme en appelant son atelier l'usine, la factory, mais c'est aussi c'est un pont aux ânes de critiques d'art débutants. C'est le cerveau de l'artiste, c'est l'endroit où il cherche. Mais c'est vrai que c'est l'endroit où ça travaille, en fait. C'est là où le travail se fait. C'est là où le travail ne se montre pas parce qu'il est en train de se faire, c'est dans l'atelier. Pardon. Donc, c'est une sorte de caricature de prof d'histoire de l'art débutant, disais-je, parce que cette métaphore, elle est opérante, mais en même temps, elle est vite faite. C'est-à-dire, OK, ça travaille, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que la difficulté, c'est, comme le travail, c'est un processus sur un temps long, c'est un processus de répétition. Vous savez que le travail me travaille, c'est-à-dire c'est en travaillant que je m'améliore aussi. Et donc, ce n'est pas forcément le résultat qui compte, c'est ce qui s'est passé en moi quand j'ai appris. Donc, je peux très bien rater. À nouveau, le prof reprend le dessus. Si on rate bien un truc et qu'on a bien compris ce qu'on a raté, c'est un très bon travail. Et donc, là où la métaphore est un peu simple, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de dire que dans cet atelier, il y est resté toute sa vie, que vous le voyez, il a même dessiné, peint au crayon, mais même avec son doigt dans la poussière. Donc, on est face à quelqu'un qui est dans une sorte d'environnement très petit, très proche, où la densité de sa création est importante. Alors ça, c'est la sorte de romantisme de l'atelier qui est cette caricature. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que l'atelier devient une métaphore du processus en train de se faire quand on en a une trace, quand on peut montrer qu'est-ce qui est en train de se jouer. Et justement, enchaînement redoutable, un petit vidéo courte sur qu'est-ce qui se passe dans son atelier. Issu d'une autre exposition sur Giacometti. Alberto Giacometti entre dans son atelier situé rue Hippolyte Maindron dans le quartier de Montparnasse à Paris en 1926 avec son frère. C'est un espace très inconfortable où il n'y a ni eau ni chauffage central, mais qui est la clé pour comprendre l'art de Giacometti. Si on connaît davantage Alberto Giacometti pour ses grandes figures filiformes, eh bien, il faut savoir qu'Alberto Giacometti travaille plutôt les petits formats, voire très petits formats. Et ça s'explique notamment par l'espace limité des 24 mètres carrés que constituait son atelier. Voilà, le corps de Giacometti, le corps de l'espace où il travaille, fait partie du sujet du corps qui disparaît. On évoque habituellement l'atelier comme étant un atelier caverne. Alberto Giacometti dira qu'il travaille dans une grotte. Alors c'est un lieu de passage, un lieu de vie où il rencontre ses modèles qui vont y poser pendant de longues heures. C'est un lieu aussi où il se repose et où il échange aussi avec ses amis intimes. Donc on voit que ce n'est pas qu'un lieu de travail, en fait, c'est vraiment un lieu qui l'habite dans tous les sens du terme. C'est un endroit aussi où il stocke ses œuvres toute sa vie. Il y règne un bazar constant. On va retrouver d'ailleurs des peintures à même les murs, ce qui témoigne qu'il a une véritable fusion avec cet atelier. Voilà, et donc, ce qui pourrait être une caricature, l'atelier chez Bacon, Giacometti, chez Balthus, la métaphore d'un rapport à l'espace qui est ancien, en fait. L'atelier, c'est l'atelier des grands peintres renaissants. Et donc, que cette figure revienne au XXe siècle, alors que beaucoup d'artistes l'ont évacué, justement, Warhol et son usine, c'est bien la réponse à on n'est pas des singes en train de chercher dans notre truc, dans notre tête, en étant un peu fou. Voilà, ils veulent casser, on va dire, après la Seconde Guerre mondiale, il y a vraiment ce détachement de l'héroïsme de l'artiste qui était encore présent chez Picasso, chez les grands chercheurs. Voilà, et même Koons, l'atelier, c'est un endroit où tout le monde passe. Il n'y a plus cette métaphore-là. Chez Giacometti, c'était encore très présent, très, très signifiant pour des questions d'échelle, des questions de taille de travail, du fait qu'il soit avec ses œuvres. La main ici est une œuvre ancienne. Des peintures. Vous voyez, ce n'est pas décoré. Hein.
Et c'est pour ça que la reconstitution de son atelier dans le musée est très passionnante. Et le fait de cette proximité, alors non seulement, je disais, sculpture, peinture, proximité des modèles aussi, et puis proximité de pouvoir passer de l'un à l'autre. Vous voyez le secret, c'est pas un secret, mais il y a une structure en métal tout le temps qui permet que les petites boules de terre glaise ou de plâtre tiennent. Il faut une structure. Et donc ce dessin qu'on verra pour finir est lui-même une espèce de structure de cet ordre-là. Il faut un sculpteur, quand il dessine, pense toujours à l'avance à ce qui va permettre que ça tienne. Un peintre s'en fout que ça tienne, ça tient sur le papier, ça suffira. Mais on pourrait ajouter qu'il y a dans cette proximité physique de la petitesse, l'encombrement, en fait, le fait que tout va s'écrouler, en fait, tout va se casser la gueule en un rien de temps. Et dans cette photo de Scheidegger m'intéresse parce que Sabine Weiss disait que la poussière avait rendu tout gris. Et quand on voit cet atelier en vrai reconstitué dans le musée de Giacometti à Paris, c'est presque choquant que ce soit en couleur, en fait. C'est presque choquant que l'armoire en bois soit en couleur bois parce que l'imaginaire de Giacometti, de son travail lui-même qui est autour du gris, et cet enjeu du gris serait un bon sujet, parce que Richter disait que c'est la neutralité absolue, Gerhard Richter. C'est-à-dire, c'est pas le noir ou le blanc qui sont à distance, c'est le gris. Il y a rien dans le gris, il n'y a pas de dominante. Et donc, on associe la photo noir et blanc, qui met du temps, alors qu'elle existe depuis longtemps en couleur. Hein. On associe la photo noir et blanc à l'esthétique pendant longtemps. Et cette photo humaniste de Sabine Weiss s'en sert. Hein, mes critiques aux réserves sur le travail de Doisneau viennent de ça aussi. C'était une sorte d'emballage. Il me semble que les photos de Doisneau en couleur sont très intéressantes. Elles sont moins vues, moins montrées. Mais justement, la couleur vient casser cette espèce d'esthétique de 19e de l'artiste dans son atelier abandonné. Un peu sale, en fait. Ça, c'est une photo qui vient du musée. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est sale quand même, et que vous voyez que la sculpture a l'air de rentrer dans le mur. L'astuce de Doisneau de prendre en photo Giacometti depuis le haut de cet escalier est une des seules options parce qu'il n'y a pas de place, en fait. Et donc, ma deuxième partie sur 4, on est bon. C'est que la question du corps, socle, vide, plein, taille, dimension, va avec cette question de l'atelier dans lequel il travaille, c'est le rapport de son propre corps, vous voyez, au socle, à la sellette, aux objets qui sont autour, et au modèle qui attend de poser, qui va être très proche, en fait. Le corps qui disparaît chez Giacometti, si je résume, c'est à la fois la symbolique de cette impermanence qui vient de cet intérêt pour le symbolisme, qui vient de cette période surréaliste, de ce travail sur l'absurdité existentielle de ces années 30-40 en littérature, en théâtre, et qui se retrouve dans son art. Mais c'est aussi, dans le rapport au corps, l'impossibilité de le représenter. Ce corps qui disparaît, c'est l'impermanence, c'est la fragilité qui est continuellement mise en scène, la sienne et celle de ces sculptures qui ont l'air de tomber. Vous voyez encore, il a un socle qui est invraisemblable, qu'il ne gardera pas, hein, qui est un socle de travail, mais ça a l'air continuellement de se casser la gueule. Et pourtant, c'est accroupi dans le fond. Cette fragilité-là, elle est intéressante à comprendre dans le rapport qu'il y a au modèle. Et cette petite vidéo Télérama est une retrouvaille. Télérama. D'une jeune fille qui a posé pour Giacometti à 15 ans, qui va nous raconter ça. Et cette façon de montrer, non pas l'artiste vu de l'intérieur, mais son regard de jeune fille sur ce qui est en train de se passer est tout à fait éclairant pour ce qu'on veut voir.
C'était en 1959. J'étais allée à Paris avec mon père, qui était tailleur, collectionneur, qui travaillait pour Giacometti, pour Alberto, Diego, et bon, il faisait des échanges. Moi, c'est la première fois que j'allais à Paris. Et Giacometti a dit à mon père, j'aimerais bien faire le portrait de ta fille. C'était un peu en échange entre un travail et l'autre. On va y revenir, c'est intéressant ça, qu'il considère qu'il fait un tableau et le tailleur de costume lui file un costume. Travail contre travail. Ici, photo de Cartier-Bresson, qui effectivement, Giacometti s'abritant de la pluie, ressemble non seulement à la perte du corps de ces sculptures, mais aussi à la petite taille de ce personnage qu'on retrouve comme une sorte de figure continuelle dans son travail. Il se levait tard dans le début d'après-midi. Il mangeait des œufs durs, il buvait beaucoup de café, et après on allait travailler, comme il disait, tous les deux. Donc, elle a d'ailleurs un visage qui est tout à fait impressionnant, intéressant à peindre. on rentrait, il y avait un fauteuil en osier, bon, ce qui était en osier, qui était placé un peu contre le mur, pas très loin du poêle, canette allumée quand j'arrivais, un petit peu avant que j'arrive. Le fauteuil était un petit peu... Alors elle avait mis du papier journal pour que je ne me salisse pas, parce que j'avais une robe claire. Et puis il y avait Giacometti en face, sur une chaise. À côté, il avait un buste, enfin un buste qu'il était en train de travailler, qui devait être très probablement le portrait de Diego. Et quand on s'arrêtait de travailler, comme il disait, parce qu'il considérait que moi aussi je travaillais. Voilà, ça c'est intéressant. Le modèle est en train de travailler tout autant que le peintre. Une espèce de rapport de travail qui n'est pas juste de la courtoisie, il me semble, dans le travail de Giacometti. Il était toujours en train de modeler, de pétrir la glaise, enfin, il ne restait jamais inactif, ses mains ne restaient jamais inactives. Donc il pétrissait, il enlevait continuellement. Je posais pendant 2 heures, 2 heures et demie, puis mon père venait me chercher. Le tableau, pratiquement le fond, la robe, tout ça a été fait très rapidement. Mais la tête, tous les jours, il recommençait, il effaçait et il recommençait. Il me parlait en italien. Alors, le décor, ce qui est autour, compte peu. Vous vous rappelez la remarque que j'ai faite sur le travail de son père. Mais ce n'est pas parce qu'il va travailler et recommencer que c'est intéressant. C'est aussi que sans doute il faut que quelque chose soit assez calme dans tout ce fracas qui va arriver. Alors il me disait, ma chi mi ha detto a me di fare il tuo ritratto? Io non sono capace. Je dis, qui c'est qui m'a dit de faire ton portrait? Je ne suis pas capable à faire la ressemblance. Enfin, ça, c'était son problème éternel. C'était jamais. Il disait que lui ne savait pas faire les portraits, que Picasso, lui, était un grand portraitiste, qu'il arrivait bien, mais que lui n'y arrivait pas. Et assez impressionnant, ce portrait d'Aïka. Je ne me posais pas tellement de questions, je regardais simplement comment il m'avait représenté. Je trouvais que ça ne me ressemblait pas tellement et je trouvais que je n'étais pas très jolie sur ça. Giacometti était une personne très aimable, très affable, très naturelle. Le contact était facile, il me parlait beaucoup. Il parlait de la mort parce que donc, pour moi, il se levait... On travaillait avec la lumière du jour, donc on se donnait rendez-vous à 2 heures de l'après-midi. À ce moment-là, c'était le moment où il se levait parce qu'il vivait la nuit. Et un de ses amis était mort la nuit. Donc il disait, tu comprends, si moi je dors le jour, la nuit ne vient pas me chercher. La mort ne vient pas me chercher. La nuit, c'est moi qui suis réveillée, donc il ne peut pas venir. J'ai connu son frère plus jeune, Bruno, qui était architecte à Zurich, et ils m'ont dit qu'il est mort la nuit à l'hôpital de Coire. Sa belle-sœur disait que quand ils voyaient qu'il était assoupi, ils éteignaient la lumière. Et comme la lumière était éteinte, automatiquement ça le réveillait, il fallait qu'il allume la lumière. Il avait peur comme ça de mourir la nuit. Il disait, je cherche tout le temps, je n'arrive pas, et puis si je trouve, après c'est terminé. Voilà, ce qui fait que ce qui est intéressant dans ce témoignage tout à fait humble, c'est que
c'est que le modèle lui-même est aux prises avec la difficulté du peintre, comme si c'était le modèle qui créait les ennuis, en fait. C'est-à-dire que le modèle est là, bah, il veut bien poser, et puis on lui vole quelque chose, mais oui, et il le donne, hein, il le partage, et puis où il y a un travail mutuel, mais là, le modèle, les modèles témoignent du fait que qu'il n'y arrive pas et qui va se rouler par terre et que c'est pas possible. Et ils sont très embarrassés en fait par ce qu'ils racontent et par cette espèce de perte. Ce qui fait que c'était pas c'est une vraie question, c'était pas de l'ironie de cette mise en scène de son échec n'est pas une mise en scène feinte. Il est vraiment en train de ne pas y arriver. Ce qu'il vit est un Sisyphe qui monte un caillou qui redescend tout le temps, ce qui est redoutable à imaginer comme vie, en fait. Alors, vous avez peut-être vu, je l'ai commenté au cinéma 220 à Bretigny. C'est un film qui est assez intéressant de Tucci sur le dernier portrait qu'aurait fait Giacometti, puisque cet Anglais gentiment vient poser. Il dit, il y en a pour 2 heures, tout va très bien se passer. Et puis, évidemment, ça va prendre des jours et des jours, et est obligé de repousser son billet d'avion, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On va le voir revenir dans 2 secondes. Si je fais la sculpture, c'est pour en finir avec la sculpture au plus vite. Depuis toujours, la figure humaine m'intéressait plus que n'importe quoi. Au point que je me rappelle, étant jeune homme ou à Paris, déjà, il m'est arrivé de fixer tellement les gens présents que je ne connaissais pas, juste ça les mettait hors d'eux, n'est-ce pas? Comme si je ne voyais pas ce que je voulais voir. Comme si tout était tellement trouble, n'est-ce pas, qu'on n'arrive pas à déchiffrer ce qu'on veut voir. Voilà, je disais tout à l'heure qu'il y a l'objet, il y a l'image, et puis entre l'image et lui, il y aura des sortes de formes. Et il est en train de décrire que c'est ça qu'il cherche, c'est ça qui disparaît en fait. Je suis passé dans ma 3e partie, là, j'aborde. Je disais avant que la sculpture, le volume, l'objet lourd, a l'air de tomber, ou a l'air de s'émietter ou de dégouliner. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'en peintre, en dessinateur, ce qu'on va regarder en peinture, partie 3 et en 4, le dessin, ça a l'air de disparaître, de s'évanouir en le voyant, en le recopiant et en le recommençant. On voit. Boum. Je me rappelle à peu près exactement le jour en 1945, quand étant aux actualités à Montparnasse, je ne voyais plus les images sur l'écran, mais simplement des taches qui bougeaient. Et les personnes assises à côté, c'était comme si je la voyais pour la première fois. Comme si c'était vraiment la première fois que je voyais le monde extérieur sans un écran qui existait jusqu'à ce moment-là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'évidemment, j'avais le besoin de tâcher de me rendre compte de ce que je vois, donc de faire la peinture et la sculpture que je fais. Et en même temps, je sais qu'elle ne peut jamais être qu'un échec. Mais en réalité, ce n'est qu'à travers l'échec même qu'on peut s'approcher un peu. Voilà. Il ne s'agit pas de mettre en scène l'échec façon romantique, gloire de celui qui échoue, ou de la façon contemporaine qui serait l'artiste en idiot, celui qui rate, c'est aussi celui qui met en échec le système lui-même. C'est l'approche de faire rater, recommencer qui est un processus qui réitère, qui serait la façon de s'approcher du réel. C'est par l'impossibilité qu'on commence à faire quelque chose. C'est-à-dire que le fait de réussir ou rater, ça n'a plus aucun sens, n'est-ce pas? Au fond, je ne travaille que pour moi, pour tâcher de savoir un peu mieux ce que je vois. Voilà, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de regarder comment, dans la peinture notamment, cette mise en scène
de ce ratage. Alors, quand on dit rater, c'est une fois fini. Quand on est en train de rater, il n'y a pas de mot tellement, un processus de ratage, parce que rater, bon, on a fini, le gâteau est raté, mais quand on est en train de rater, et quand on en fait une espèce de recherche, il n'y a pas de mot encore. Voilà les images du film, parce que j'ai isolé un passage du film qui m'intéresse beaucoup, où il est en train de, je vous l'ai dit, de peindre le portrait d'un Anglais. Sylvie Testu joue Annette, qui est une femme qui a vraiment beaucoup compté. La voici en sculpture, elle a été beaucoup représentée. Et, et si je m'arrête un instant aussi sur cette personne, c'est pas seulement pour rappeler qu'elle a compté, c'est que quand tu rates la tête des gens que tu aimes, ça n'a pas le même sens non plus. C'est pas rater le mot, c'est trouver une espèce de densité. Et ce qui est passionnant chez Giacometti, qui est vraiment particulier à Giacometti, c'est de voir la version en peinture et en sculpture. C'est-à-dire que il y a des coups de couteau sur la sculpture. On n'a pas l'impression que les coups de pinceau sont quelque chose qui ont été faits sur la peau extérieure. On a l'impression que c'est comme s'il y avait un grillage et que la peau n'était pas tout à fait là. Les coups de pinceau ne sont pas les mêmes que les coups de griffure ici. Je disais simplicité du fond qui va du corps, du costume, c'est fait en deux secondes, ça. C'est pas important. Ce qui va l'intéresser, c'est encore davantage faire, refaire, refaire, mais ce qui va m'intéresser maintenant, parce que j'imagine que si vous avez suivi ça, vous trouvez ça très beau, ou peut-être que maintenant vous en êtes convaincu, c'est une question qui est assez compliquée de savoir, ok, je fais, j'essuie, je recommence, mais on s'arrête quand? Quand est-ce que c'est bien raté? Ou quand est-ce qu'on s'arrête? Parce qu'il y a des Degas inachevés, il y a Michel-Ange fait de l'inachevé quelque chose, une forme, un style. Mais là, ce qui est assez intéressant, c'est que on pourrait comparer ça à Rodin qui l'a précédé. Rodin va laisser des morceaux inachevés. Si on regarde bien la peinture qu'on a sous les yeux, il y a deux yeux, un nez, une bouche, un menton. C'est pas tellement inachevé en fait. Si je le dis de façon péjorative exprès, ça a l'air mal foutu, ça a l'air mal fini ou mal essuyé. Mais le tour du col a été repris 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. C'est repris comme si c'était pas bien fait. Et avec le noir, 1, 2, 3, 4 fois. Mais c'est une façon d'accentuer le geste qu'il a fait. C'est ça qu'il est en train de montrer, c'est le geste. Parce que quand vous faites ça en peinture, là je change de casquette, je deviens prof de peinture. Normalement, ça se salit en fait. Donc si vous peignez sur du frais quelque chose, si vous mettez de la pâte, ça va se mélanger avec le reste. Donc vous êtes obligé de travailler avec peu de couleurs. Noir, blanc, l'un mord sur l'autre, on peut essuyer, on recommence, on revient à la toile, on essuie à l'essence, ça va. Travailler à l'huile. Ce qu'il fait là marcherait peut-être pas si bien à l'acrylique si on fait une hypothèse congrue. Par contre, le fait de travailler dans le frais va lui permettre d'essuyer, escamoter, faire disparaître les joues. Ou à l'inverse, faire beaucoup apparaître. Oui, on voit que c'est à la fois très liquide ici, empâté même, et là, frotté sur du sec ancien. Il y a obligatoirement plusieurs séances pour travailler de cette façon-là. Il faut que, vous savez, un palimpseste, c'est un manuscrit ou un dessin qui a été fait, on va dire, au crayon de papier, qui est gommé, et puis il y a un autre dessin dessus, donc on ne voit pas ce qui est en dessous, un peu comme quand on écrit au jus de citron pour faire des messages secrets. Et, pour fabriquer du temps qui passe,
C'est pas du tout une incongruité que de dire ça. On dirait un tag, on dirait un graffiti, c'est-à-dire quelque chose qui recouvre quelque chose d'autre sur un support maladroit. Il le fabrique, ça. C'est un petit point commun encore avec Gauguin. Surface mat, matériaux épais, qui empêche de faire quelque chose de précis. Voilà. Fabriquer dès le début une espèce de maladresse qui n'est pas mise en scène, mais qui est recherchée. Et laisser sécher pour pouvoir reprendre et faire apparaître ou disparaître des choses. C'est-à-dire jouer avec le temps. Le processus lui-même est mis en scène dans le temps de séchage. J'ai fait un truc le lundi, je laisse sécher. Le mardi, je fais un autre bout, j'efface. Il reste des traces du lundi et du mardi. Je n'ai pas tout effacé. Et ainsi de suite, à tel point qu'on ne va plus savoir où est qui, ou qui a fait quoi. Le processus lui-même est au cœur de ce qui est montré et en même temps en train de disparaître continuellement. Voilà, on a Diego en chemise écossaise. Quand la couleur arrive, on a un Giacometti qui ne ressemble pas tellement au Giacometti auquel on est habitué, qui est presque plus graphique, plus bande dessinée, plus à la recherche d'un volume. Vous voyez, le corps est épais, la tête a l'air posée presque de façon isolée sur l'ensemble. Dans le film du portrait final, ce qui est intéressant, c'est que c'est le rapport qu'il y a à plusieurs modèles. Caroline, qui est une jeune fille belle qu'il rencontre sur la fin de sa carrière, dont il est un peu amoureux, elle va écrire à propos de ses séances de pause. Et puis elle est en robe rouge, donc il y a quelque chose qui se joue de très fort entre ce monsieur plus vieux et cette jeune femme qui est importante, dont elle témoignera dans son livre. Ce qui est intéressant, c'est que c'est cette tension entre la rondeur de son visage, sa fraîcheur, son impulsivité, et cette espèce de destruction du travail de Giacometti en continu, qui fait que on a quelque chose qui est assez charpenté, assez tenu. Les épaules, le corps est bien épais, la main a de l'épaisseur aussi. On a à l'intérieur de cette destruction des périodes, des façons de travailler qui ne sont pas les mêmes. Alors que pourtant, on a l'impression que Giacometti répète la même chose. Le corps ne disparaît pas de la même façon en sculpture, en peinture, il ne disparaît pas de la même façon selon les modèles, selon les périodes. Ici, vous voyez comme on a la toile qui apparaît. Pour faire un petit gris coloré comme ça, il faut de la peinture avec un médium assez liquide qui fait que vous faites un jus. Mais normalement, vous pourriez très bien teinter, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les traces de peinture et de coups de pinceau. Là, il choisit de faire quelque chose qui est assez visible, vite fait, sur lequel il revient avec du blanc. Et puis, sur le tour du visage, il empâte. Et cette densité de peinture sur le fond, elle est peut-être pour effacer ce qui a manqué. On dirait que les épaules se sont déplacées, mais aussi pour que la densité du visage ressorte davantage encore. Encore une Caroline, où le visage est très, très, très travaillé. On va le voir sur les vidéos, il y a des tout petits pinceaux sur un ensemble massif. Là, le corps a l'air d'être très puissant avec une tête qui disparaît. On a vu quelquefois que c'était l'inverse. Encore Caroline, on est en 62. Une espèce de densité, de présence de cette femme qui est incroyablement importante. Et c'est ce que vont dire les témoins d'ailleurs, c'est que Giacometti est là il te vampirise, mais il attend que tu lui résistes un minimum. Encore Caroline en 65. Regardez les séries de... Maubert a écrit un livre sur ce rapport de Caroline à Giacometti. J'ai pris des captures du Last Portrait, parce qu'on entend Giacometti qui dit quelque chose qui a été écrit par le réalisateur. C'est James Lord qui donc veut prendre un avion et n'arrivera pas à le prendre, puisque Giacometti lui dit « Venez 2 heures, ça suffira ». Donc il va témoigner de sa rencontre avec eux. Et voilà, j'ai fait des captures de ce film qui est distribué par Bodega.
qu'on trouve en DVD, hein, c'est un bon film. Et j'ai analysé beaucoup de films de peintres, donc il n'est pas mauvais, ça va. C'est pas caricatural. Et c'est le sous-titre de ce qu'il dit qui était intéressant. C'est la voix off qui est sous-titrée. La voix dans sa tête. Il était impossible également de terminer un portrait. Alors le modèle lui dit comment ça? Vous voyez que c'est filmé assez proche, c'est intéressant. Ça a l'air un peu caricatural, cette espèce de filtre gris qu'il a mis sur son image, mais ça le fait assez bien. Avant, on terminait les portraits, dit Giacometti. Il le fallait, il le dit dans le film, ils étaient nécessaires. C'était comme une photographie. À présent, les portraits n'ont plus de sens. Il met au cœur de cette démarche du XXe siècle la reproduction mécanique, la photo, le cinéma sont là pour rattraper. Giacometti le dit hein, dans un des textes d'interview. Est-ce que je vais courir après un type qui court? Est-ce que je vais dessiner un type qui court? Est-ce que je vais courir derrière lui en le dessinant? Non, c'est ridicule, je fais une photo. Qu'est-ce que ça signifie que montrer le monde, montrer le visage? Alors, ce qu'on fait est vide de sens, dit le modèle. Il dit, je ne fais pas, je fais qu'essayer. Ce qui se joue, c'est cette densité de présence et d'échange entre les deux, et qui va être restituée plus ou moins sur la toile, dans la sculpture, face au spectateur. Une espèce de tension. C'est pour ça que quand il dit le modèle travaille aussi, c'est intéressant ça. Il y a un rapport de relation entre les deux, c'est pas juste une image. C'est pour ça qu'appeler ça une icône, c'est assez discutable en un sens. Je ne le fais pas, je ne fais qu'essayer. Alors on voit que la sculpture va bien avec le fond. Et nous voici en train d'entendre, c'est la dernière partie, sur nos 15 minutes, Giacometti en train de dire pourquoi c'est impossible. Dans ce beau documentaire, qu'est-ce qu'une tête ? Ce qui m'intéresse le plus dans une tête, enfin toute la tête m'intéresse, mais je crois maintenant qu'il faudrait arriver à construire le plus précis possible l'œil. Et que si j'avais ça, si j'avais la racine du nez, le départ des yeux, quoi, la courbe même de l'œil, tout découlerait de là. Enfin, pour Alberto, il était tout à fait inachevé, parce que quand il est parti pour l'hôpital de Coire, la dernière fois, il a laissé mes deux portraits contre le mur en disant « Quand je reviens, on va continuer ». Et puis, il n'est pas revenu. Voilà, alors, vous avez le tableau. Même avec un modèle accidentel comme j'ai été, je crois que ce qu'il voulait, c'était créer une espèce de fascination pour qu'on ne puisse pas lui échapper. C'est comme si on était prisonnier de quelque chose. Quand il dit fascination, c'est comme ça que je comprends ce peintre en train de peindre et en train de parler et de dire qu'il n'y arrive pas. En fait, il y a une attraction, c'est pour ça que je dis mise en scène, une attraction de son impuissance qu'il met en scène à ses propres yeux, consciemment ou non, je n'ai pas d'idée, de dire j'y arrive pas, j'y arrive pas. C'est une espèce d'aimant pour le modèle qui dit mais je ne suis pas responsable. Il y a une espèce de tension qui se crée entre les deux qui est intéressant à creuser. Alors, il voulait à la fois qu'on soit son prisonnier, sa proie, mais il voulait aussi qu'on lui oppose ce qu'on est soi. Il fallait rester soi, pas du tout avoir l'air de devenir un pantin manipulable. Il fallait garder sa personnalité tout en se donnant, enfin complètement, à sa prédation. On va écouter un autre modèle qui a posé pour lui, toujours dans ce beau documentaire de Arte. Quand vous posez, il y a l'immobilité et en même temps, vous n'êtes pas immobile, vous êtes mouvement même. Tout, la tête, le truc, le nez, tout ça vit.
se défend au milieu de l'espace qui, chez Alberto, prend souvent l'aspect d'un gouffre. Si vous parlez d'une tête, quand il veut rendre une tête vivante et autre, il est clair que c'est en fonction de la disparition de cette tête. Cette tête va disparaître, donc il faut la faire vivre. Avant qu'elle disparaisse, il faut lui donner toute sa force de résistance. Et ça, il en est conscient. Mais en même temps, la mort, le sentiment de la mort, je le trouve derrière son œuvre, obscurément ou sensiblement, constamment, quoi. Il y a une espèce d'angoisse constante. Ce qui est intéressant, c'est qu'il vient d'opposer mort-vie dans le fait que tous ces traits sont une façon de suggérer la vie, de faire comprendre que le modèle est vivant. Là, c'est un dessin d'Alberto qu'il m'a offert en 1945. Une étude de sculpture ancienne qui est au cœur du travail de Giacometti continuellement. Quand on regarde le travail d'après le modèle, on voit que le rapport au fond est aussi un enjeu important. C'est pour ça que je maintenant réemboîte pour conclure ce rapport au socle. Vous voyez comment c'est bas sur la page, là. Pouf, ça a l'air d'être posé dessus. On ne voit pas les jambes qui sortent. On ne voit pas ce qui est autour. Il a l'air d'être lui-même un socle, d'être lui-même une sculpture. Et il peint un cadre sur sa toile. Ça fera rire ceux qui me connaissent. Qu'il remplit d'une autre couleur, avec un jeu de densité sur le fond qui est très simple, hein, mais dans lequel il y a des coulures, des traits, les coups de pinceau, des empattements. Cette simplicité, elle est l'équivalent du vide en sculpture ou du socle. C'est une façon de faire une espèce de tension avec un modèle qui, la plupart du temps, est en plein milieu. Là, il est tombé, ça ajoute encore plus à sa fragilité. Et on en vient à cette merveilleuse question, commentée c'est où par Balthus, toujours dans ce documentaire. J'étais 5 ans, a fait la seconde année. Par hasard, je suis tombé sur un crâne qu'on m'a prêté. J'ai eu une telle envie de le peindre que je laissais tomber l'académie pendant tout l'hiver. Je passais tout l'hiver dans une chambre d'hôtel à peindre le crâne. Où je m'étais... Voulant le préciser, le saisir autant que possible, je passais des journées seulement à tâcher de trouver la tache, la naissance d'une dent, non, qui monte très haut près du nez, et le suivre le plus exactement possible dans tout son mouvement, non? De manière que, si d'abord je voulais faire tout le crâne, cela me dépassait, j'étais réduit à peu près à faire la partie inférieure, c'est-à-dire la bouche, tout au plus, le nez, les orbites, et pas au-delà. Et encore aujourd'hui, je regrette de ne pas être allé au bout, et depuis, j'ai toujours envie de reprendre cela. Et alors là, peu à peu, d'avoir un crâne devant moi ou un personnage vivant, la différence devient minime. Une œuvre de jeunesse, la différence devient minime. Je m'opposerais à l'interprétation seulement mortifère, c'est-à-dire de cette obsession de la mort, on a compris, de la nuit, de cette disparition. Le corps qui disparaît, c'est aussi la transformation vivante. C'est ma façon de ne pas pencher vers cette interprétation romantique. Voilà, il montrerait la mort qui arrive, le crâne qui est sous chacun d'entre nous, d'accord. Mais quand il dit c'est à peu près la même chose, c'est aussi parce que
il cherche ce qui est permanent dans ce qui est impermanent. C'est-à-dire que nos traits, nos chairs changent, notre crâne perdure en dessous. C'est le principe du squelette lui-même, c'est-à-dire de rester quelque chose qui est fixe. Et c'est ça qu'il est en train de chercher quand il compare l'un avec l'autre. Je crois qu'il y a une espèce de jeu de mots pour retourner l'idée, c'est qu'on pourrait dire de façon un peu convenue que le squelette qui est en nous, c'est ce qui nous attend, d'aller vers la mort, et je dirais à l'inverse que le squelette, c'est ce qui est vivant en nous, en fait, c'est ce qui fait tenir le vivant aussi, c'est ce qui fait que tout tient. Et que c'est ça qui l'intéresse, en fait, c'est d'essayer de regarder dans cet impressionnisme et existentialiste, c'est-à-dire de temps qui passe chaque seconde, chaque minute qui disparaît, qu'est-ce qui resterait permanent? C'est ça qui va l'intéresser beaucoup. Dans son travail, donc, c'est comme ça que je peux en finir, la couleur, le fait de marquer la couleur par endroits. Il le dit quand il était tout jeune, je peignais sur les plâtres. Ce qu'il fit quand il découvrit deux sculptures chez son père. Et mettre la couleur est une façon de... Depuis ma jeunesse, s'écrit-il, j'ai presque toujours imaginé la sculpture en couleur. Dans notre maison à Malodja, j'ai trouvé un buste en plâtre d'après mon père, modelé par Niederhausen. La blancheur du buste m'insupportait. Il y avait si peu de ressemblance avec mon père. Un jour, mon père s'étant absenté de la maison, un bref moment, je décidai de colorer le buste. Je pris palette et pinceau, me mis aussitôt à l'œuvre. Je peignis les yeux en bleu, les cheveux, la moustache, la barbe en rouge, la peau en rose. Et comme j'étais content du résultat, selon moi, ce fut seulement à partir de ce moment-là que le buste était achevé et représentait réellement le portrait de mon père. J'étais convaincu que c'était moi qui avais fourni le travail essentiel. Et comme il riait et que son rire se transformait en un sourire, c'est parce que c'est des notes qu'a pris Gotthard Jedlicka en écoutant Giacometti. Et la question de Gotthard, c'est quel fut le commentaire de votre père? Il fut un peu étonné, il a dû penser que j'avais manqué de respect à l'égard du travail de Rodot, mais il ne m'a fait aucun reproche. Bien évidemment, après un moment de réflexion, ce n'est pas cela que je veux dire lorsque je vois une sculpture en couleur devant mes yeux. Je ne la vois pas colorée de manière réaliste, plutôt dans des gris, dans une gradation de tons de gris. Le gris, c'est une couleur qui peut varier, et cette variation infime, c'est ça qui va l'intéresser. Ce n'est pas quelque chose qui est mortifère, poussière, scarification, c'est quelque chose d'autre. Je suis passé un peu vite, je ne pourrais pas le développer trop, sur le dernier mot que emploie Genet, qui est assez proche de Giacometti. Dans une interview avec Poirot Delpech, qui était en 82, juste peu de temps avant sa disparition, et il a quelque chose à nous dire qui est tout à fait puissant. Le son n'est pas très bon. Qui vous a appris à écrire le français si correctement? Vous savez peut-être que Genet était on va dire, voleur en prison, et que c'est là-bas qu'il a appris à écrire, et que, découvert par Sartre notamment, mais un peu trop d'ailleurs, intéressé de cette capacité d'écrire sous une apparente incapacité. La question qui est posée là, c'est, je le traduis d'une façon très brutale, mais vous qui venez du monde de la rue vulgaire, comment vous écrivez aussi bien? Et la seconde partie m'intéresse, c'est pas très long. Pourquoi vous écrivez si bien alors que vous pourriez faire quelque chose de parler? La grammaire. Donnez-nous un exemple de votre choix grammatical. Eh bien, c'est ça. C'est la première phrase du premier livre que j'ai écrit, qui est à peu près ça. Weidmann vous apparu dans une édition de 5 heures. Weidmann vous est apparu dans une édition de 5 heures.
le correcteur des livres va lui proposer de changer le « vous ». Le correcteur, le prod, je crois, prod d'imprimerie, m'a demandé de corriger en remplaçant vous par nous. C'est Weidmann nous a paru, n'est-ce pas, m'a-t-il dit. Et j'ai tenu à ce qu'on conserve. Weidmann vous a paru, parce que je marquais déjà la différence entre vous à qui je parle et le moi qui vous parle. Voilà. Au lieu d'écrire Weidmann nous a paru, j'ai dit Weidmann vous a paru, alors que je suis en train de lire, et donc le narrateur n'est pas avec le lecteur. Il y a une distance entre les deux. Ce sujet, c'est celui de Giacometti aussi. La distance entre l'un et l'autre. Et Genet ajoute quelque chose de tout à fait saisissant. C'est que pourquoi est-ce qu'il écrit aussi bien alors qu'il parle à ce moment-là de l'argot et de Céline. Il dit qu'il faut être un médecin pour pouvoir écrire argot, c'est-à-dire il faut maîtriser cette langue et avoir un statut social pour pouvoir aller vers l'argot. Et il dit quelque chose de très puissant que vous retrouvez sur ce documentaire en ligne. Je voulais savoir parler la langue de mon tortionnaire. C'est-à-dire, je veux parler correctement pour que celui qui me fait du mal me comprenne. C'est pour ça que j'écris aussi bien. Quand j'ai vu ça, ça m'apparaît que son travail sur les proportions, son travail sur la dimension est important chez Giacometti. Il faut que ça ait l'air compréhensible immédiatement pour qu'après on analyse l'espèce de vide de tout ce qui a disparu. Il faut que ça ait l'air bien fait, en apparence, que ce soit une tête quand même si elle est plate et même si quand on se tourne, elle ne ressemble plus à rien. Il faut que ça soit le cas pour qu'on comprenne cette disparition. Voilà, il faut le modèle pour aller au-delà de ce modèle. Et sans doute, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait encore des yeux, un nez, une bouche, une oreille. Et c'est ce qui fait que ce jeu de la couleur ne suit pas la forme du modèle, ni non plus ne montre sa destruction, c'est-à-dire que les coups rouges ne sont pas que des coups de hache ou de couteau, comme on les trouverait chez Baslitz. Mais comme chez Baslitz aussi, il y a quelque chose qui vient souligner des formes qui ne sont pas prévues. Vous voyez, le rouge n'est pas sur le mamelon dessin. Il est en partie oui et en partie à côté, et en partie éclaté. Il n'est pas illustratif. La couleur ne vient pas souligner quelque chose, les yeux, le nez, la bouche. Elle vient créer une espèce de tension encore entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. J'ai mis ici des sculptures en couleur parce que c'est déjà une idée qu'on n'a pas. C'est peint sur le plâtre. Et la bouche était là, Monsieur Giacometti, vous avez loupé, vous avez repassé à côté. C'est ce décalage-là qui fait que ça n'a pas disparu, mais que c'est en train de bouger. Un petit, j'aurais vraiment pas dépassé trop, ça on peut s'en féliciter. Giacometti au Louvre. Alors il y avait une tête qui le fascinait ici au Louvre. C'est l'autoportrait du Tintoret que j'ai vu en effet avec lui. Ah là là, quelle tête tout de suite quand il arrivait devant. Là, il y a cette petite tête qui réduit à la tête un petit peu le buste. Et alors qu'il le bouleversait parce qu'il ne pouvait pas l'attraper, il ne pouvait pas la voir, il était à une distance infranchissable. Et en même temps, ce qu'il voyait, c'était le crâne. Oui, comme tous les éléments sont là, la distance à l'œuvre est la même qu'au modèle et au réel. Et en même temps, en effet, ce tableau de Tintoret est à la fois vivant et à la fois lugubre avec ses yeux en orbite creusée. Le crâne apparaît en dessous. Qui pour lui est fondamental. Et le regard. Ce regard qui, avec l'orbite de l'œil, qui est tourné en dedans. Et qui est plus fort pour lui que le regard de Rembrandt, qui est tourné vers l'extérieur. Différence des regards, centre d'intérêt différent. Et puis, sur les deux derniers passages, ce rapport
à Sumer qui est moins connu que celui à l'Égypte. Dans la sculpture égyptienne, qui m'a toujours beaucoup troublé et attiré, il y a le scribe qui est peint, bien entendu, et on a reproduit les yeux en verre ou avec des pierres. On a imité au plus près possible l'œil même. Mais le scribe ne vous regarde pas, il a un œil en verre. N'est-ce pas? Et cela me gêne, malgré l'admiration que j'ai pour le scribe, cela me gêne. Et alors, l'Égyptien qui a fait le scribe est évidemment infiniment plus fort et domine infiniment plus de choses que celui qui a fait la sculpture des Nouvelles Hébraïdes. Mais alors il se fait que celui qui a fait la sculpture des Nouvelles Hébraïdes, arrivant à donner le regard sans modeler l'œil, et que seul le regard compte, est beaucoup plus près de la réalité, de ce qu'il s'agit de faire, n'est-ce pas? C'est moins bien fait, mais c'est plus présent et c'est plus réel dans la sculpture africaine que dans la sculpture égyptienne finalement. Dessin de jeunesse et à partir des années 35-40, le dessin comme effacement, disparition, puisqu'on n'a presque que des petits signes. Ça vient du MoMA. Recherche, reprise, 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 reprise. Avec quelque chose, si j'ose la comparaison, c'est pas Pollock, hein, c'est pas de l'énergie comme ça, c'est quelque chose qui tourne sur soi-même. Effacement, gomme. La gomme qui fait une espèce de matière grise et qui est en même temps une sorte de non-couleur. Une tête de Stravinsky qui flotte. Le voici au travail. Dans un documentaire anglais qui va vous arracher les oreilles parce qu'à l'époque, les documentaires, ils ne rigolaient pas avec la musique. Mais on le voit en train de peindre et effacer, ce qui va nous servir de générique de départ. On est d'accord qu'il a gommé un truc qui était très bien. Hein. Stylo, crayon, gomme. Vous n'avez plus qu'à vous y mettre. À bientôt.